Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeux vidéo de l'équipe de Sœurs d'édition. Et l'équipe de Sœurs d'édition, c'est en partie Nicolas Coursier. Nico, comment ça va ? Salut Mehdi Canafi, salut à tous, ça va bien et toi ? Ça va bien, petit point météo, toujours. Nous sommes en octobre, il fait 25 degrés, je pense que tu vas crever de chaud dans une heure. Je pense que oui. C'est sûr. Petit point maladie, je ne suis plus enrhumé. La semaine dernière, je dois vous avouer, j'ai eu des coups de chaud. C'est-à-dire que vraiment, je me suis pas regardé, mais à un moment, je me sentais rouge écarlate. Parce que, ouais, j'avais le nez qui brûlait, j'étais dans le mal. C'est pour ça que j'étais là, qu'est-ce que je raconte ? En plus, c'est un jeu de désert. Paris-Dakar. Ouais, mais sur le désert et tout, Paris-Dakar. J'étais pas bien. Au programme de cette émission, on va plonger dans l'ambiance lugubre de Scorn, FPS qui n'est pas un FPS, dispo sur le Game Pass PC et console, et qui fait pas mal parler de lui cette semaine. Et on va faire un point aussi sur l'éditeur japonais Konami, qui depuis quelques années se concentre plus sur ses salles de sport et Yu-Gi-Oh qu'aux jeux vidéo console. Mais récemment, la petite vague, eh bien oui, c'est la signification de Konami, revient dans l'actu avec des retours de Suikoden, Silent Hill, Metal Gear, peut-être, bientôt, on sait pas, on va voir, on va faire le point. Nico, tu vas faire le point sur un événement mais qui s'est passé hier soir pour nous. Tout à fait. Vous retrouverez bien entendu l'interlude Top 3, mais avant c'est la rubrique Retour sur Plague Tale Requiem. Alors comment ça, un retour sur un jeu qui est sorti cette semaine ? Qu'est-ce qu'il en est ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, Plague Tale, tu l'as dit, c'est quand même la grosse sortie du moment. On est sur un mois d'octobre assez chargé. Carrément. Et on va pas vous en parler en chronique. Pourquoi ? Tout bêtement, parce qu'on a sorti un bouquin sur le sujet, voilà, qui vient d'arriver. Donc c'est dans la collection The Art of, donc mi-making of, mi-artbook. Un making of illustré, comme on aime à dire. Et du coup, vu qu'on est en relation professionnelle, on va dire, avec Asobo, et que ça s'est super bien passé et tout, on trouvait pas ça forcément très avisé de faire un retour sur leur jeu. Voilà, donc on a décidé de pas vous en parler. Donc ne vous attendez pas une chronique sur Plague Tale. On l'a fini depuis quelques temps, ça fait 3 ans que Exerve les suit et que nous aussi, on est allé dans les studios, on y retourne même cette semaine, suivez-nous sur les réseaux, on vous fera peut-être un petit making-of, voilà, on va retourner voir le studio, les nouveaux locaux, ouais. Donc ça va être très cool. Carrément. Donc on a hâte, voilà pour ce retour sur, ce petit disclaimer comme on dit, et je commence, tu me permets ? Je te permets, mais je permets aussi de signaler qu'il y a une décoration tout à propos sur cette table. Oui, regardez là, on va poster aussi sur les réseaux. Là, on a oublié de faire le ménage aussi. Pourquoi ? Non, c'est des toiles d'araignée parce que c'est Halloween, peut-être qu'il y aura 2-3 thématiques. En l'occurrence, un jeu qui fait un petit peu peur, parce qu'on est dans Halloween. Il est évidemment question de Scorn. Scorn, c'est quoi ? Alors c'est un jeu au développement pas simple, long de plus de 8 ans quand même, c'est pas souvent qu'on voit ça. Développé par Ebb Software, un studio serbe qui est basé à Belgrade. La première fois que le jeu a été annoncé, c'était en 2014, avec un trailer de la pré-alpha, donc c'était vraiment en amont. Et ils ont fait ça justement pour lancer un Kickstarter qui a malheureusement échoué. Nous sommes en fin 2014 et vraiment c'est un échec cuisant, tout le monde s'en fiche, vraiment. Dès début janvier de l'année suivante, en 2015, heureusement, un investisseur arrive, un investisseur privé, et va venir sauver le projet. Et donc, à cette époque, on est sur un jeu qui est prévu pour être en 2 épisodes. Des news arrivent plusieurs années plus tard, en février 2017, et là, c'est Humble Bundle qui se lance dans l'édition avec 7 titres, et dans ces 7 titres, il y a Scorn. Humble Bundle, vous savez, c'est ils font souvent des groupes de jeux pour à des prix vraiment très bas, pour des associations, des offres caritatives, tout ça. Et donc, justement, en 2017, ils se sont lancés concrètement dans l'édition avec 7 titres, dont Scorn. On passe fin 2017, second Kickstarter, cette fois réussi, 192 000 € de récoltés, beau succès, ça fait plaisir. On rebascule là plusieurs années, on est en 2019 cette fois, le jeu est reporté, format épisodique annulé. 2020, le jeu est annoncé sur Série X à l'occasion de la présentation de la console. 2021, alors là, ça va sûrement pas vous dire grand-chose, mais c'est la naissance de Kepler Interactive, évidemment, qui est un éditeur qui est formé par 7 studios, dont Ebb Software et en l'occurrence Loclap, le studio français. Donc c'est marrant, 7 titres pour Humble Bundle, 7 studios pour Kepler. Donc ce qu'on sait pas trop, c'est que Kepler Interactive, c'est l'association de ces 7 studios, mais c'est surtout 120 millions injectés par NetEase. Donc ils sont toujours là, quelque part. Ils ont trouvé un tonton sympa, quoi. Et la fin de l'histoire, octobre 2022, le jeu sort enfin. 8 ans de développement, Nico, quel dev quand même, c'est pas fréquent. Oui, écoute, nous étions jeunes quand tout a commencé. Alors j'avoue que moi, il a paru dans mon radar qu'assez tardivement. Je pense même avec l'annonce sur Series X dont tu parlais. Ouais.
Et oui, c'est vrai que c'est pas un titre que j'ai forcément suivi, mais c'est vrai que même dans les projets indés, on voit parfois ces développements qui s'étirent, qui s'allongent. On sait jamais si c'est parce que le mec il est tout seul comme sur Tunic ou si c'est parce que il y a des manques de liquidité. Donc, en tout cas, c'est beau d'avoir su conserver une vision et d'être arrivé au bout du projet, quoi. Alors Scorn, c'est un jeu qui est mystérieux, qui soulève beaucoup de questions. Du coup, pour être raccord avec cette thématique, nous aussi, ici, on va se poser de nombreuses questions. Rassurez-vous, ça sera 3 questions. On va rester tranquille. La première question que nous allons nous poser concerne la première chose qu'on voit quand on lance le jeu. C'est aussi la première chose qui nous a été présentée. Et c'est la première chose qui nous a marqué. Cette chose, c'est la direction artistique. Alors, vous connaissez sans aucun doute Hans-Rudi Giger, un artiste suisse, mort en 2014, qui est mondialement connu pour son travail sur les films Alien. Alors, si vous voyez de quoi je parle, si l'univers de Giger vous est familier, ou du moins si vous le reconnaissez, la filiation entre l'œuvre de Giger et la direction artistique de Scorn a dû, je pense, au minimum vous sauter aux yeux, et il serait plus juste de dire qu'elle vous a plutôt explosé au visage, tellement c'est un peu évident. Tel un facehugger. Exactement. Tu vois, j'en peux plus tellement. Sur ce constat, est-ce qu'on peut parler d'inspiration entre Scorn et Giger ? Est-ce que c'est simplement de l'inspiration ? Ouais. Je sais pas. Est-ce que c'est peut-être un petit peu plus que ça ? Est-ce qu'on peut parler d'interprétation ? Ouais, non, aussi. Je pense que en jouant, j'ai eu du mal à voir vraiment la patte du studio. Est-ce qu'on peut parler d'appropriation assumée ? Du coup, si on assume de copier, est-ce que ça passe ? Je sais pas non plus. Est-ce que c'est un hommage ? Alors dans ce cas-là, c'est si on copie mais respectueusement, ça passe aussi. Finalement, est-ce que c'est pas un plagiat ? Alors c'est sévère comme jugement évidemment, et surtout le plagiat c'est quelque chose qui tombe sous le coup de la loi. On peut donc pas nous crier au plagiat, seuls les ayants droit peuvent le faire valoir. Néanmoins, sans partir devant les tribunaux direct, est-ce que nous on trouve pas que ça ressemble plus à du plagiat qu'à un hommage ? Alors on va voir tout ça un petit peu en détail. Soyons honnêtes, ce qu'il faut avouer c'est que c'est quand même un magnifique plagiat entre guillemets. Les devs, ils ont abattu un travail qui est énorme. Il y a 5 actes dans le jeu, chacun avec des ambiances différentes. Mais hélas, chacune de ces ambiances, c'est des ambiances à la Giger, clairement. Il n'y a aucune qui va se distinguer de l'œuvre de Giger. Il n'y a rien qui détonne. Rien n'a été l'objet d'une interprétation personnelle. Ça, c'est quand même très dommage. Alors, pour essayer d'y voir peut-être un peu plus clair, prenons quelques exemples de jeux qui se sont inspirés ouvertement d'un courant ou d'un artiste. Je pense à The Medium, Returnal, ou même le film Star Wars 9, qui se sont inspirés de Beksinski. Mais à chaque fois, pour ces jeux et ce film, c'est des fulgurances, des scènes, des teintes, des instantanés. C'est pas une repompe sur tout un jeu, ou même sur tout le film Star Wars 9. Returnal, encore lui, évidemment, le meilleur jeu, s'inspire énormément du film Prometheus, qui lui, est d'ailleurs le dernier grand film sur lequel Giger a travaillé. Mais en fait, le studio, là, a fait vraiment un travail énorme d'appropriation, de digestion, de réflexion. Quand on joue à Returnal, en fait, on sent l'inspiration de Giger, mais en fait, il est assez difficile de la désigner, d'en dessiner les contours. Et rappelez-vous, pour changer un brin de sujet, dans Red Alert 79, j'ai été un petit peu dur avec Steel Rising en disant que l'univers ressemblait un peu trop à Bloodborne et ne trouvait pas de singularité, ce que je pense toujours. Mais à côté de Scorn, Steel Rising, ils ont inventé l'arc-en-ciel en noir et blanc. C'est du jamais vu. Donc c'est pour vous montrer en fait à quel point Scorn, je trouve, vraiment reprend Giger. Scorn, c'est plus qu'une atmosphère à la Giger. Je trouve que c'est quasiment un copier-coller. Et le pire, c'est qu'il n'y a aucune mention de Giger dans le nom du jeu, comme on a pu le voir par exemple avec Clive Barker dans Clive Barker's Jericho, ou Tom Clancy dans tous les Tom Clancy's, Splinter Cell, Rainbow Six, Ghost Recon, The Division, etc. Avoir le nom de Giger dans le titre du jeu, ça aurait pu évincer tout de suite la question du plagiat, et ça aurait amené une question de droit et donc d'argent. Et c'est un cas de figure qui a eu lieu en 92 et 95 avec Darkseid et sa suite, 2 point and click qui portent le nom de Giger dans leur sous-titre. Et donc ça, c'est quand même des jeux qui datent, vraiment, on est dans le point and click de l'époque, mais ça a déjà eu lieu, ça aurait pu être le cas. Nico, le plagiat, la copie, l'inspiration, vaste question. Qu'est-ce que toi t'en penses ? Alors c'est un débat compliqué, alors j'ai pas joué au jeu donc j'aurais pas un avis très éclairé là-dessus. C'est vrai que moi, de mon point de vue, qui n'ai vu que des trailers et qui ai vu la communication du jeu, ça me paraît un peu ambigu, c'est vrai, parce que le jeu justement tire sa singularité, et a fait aussi son beurre en termes de communication. Enfin, l'attrait, comme on dit, le like candy, même si là on est plus sur, du côté dégueulasse, c'est la marque Giger qui a mis ce jeu sur la carte, quoi. Donc
Après, comme tu dis, dans quelle mesure ils se sont réappropriés le truc, parce que c'est pas, comme tu dis, je sais pas, je me base sur la Joconde, le tableau de la Joconde pour créer un univers, tu vois, c'est pas une œuvre dont tu crées un univers, c'est que Giger avait déjà créé son œuvre, en fait. Ouais. Toute son œuvre artistique est une sorte d'amas homogène, en fait, ouais. voilà, autour de cet univers. Après, c'est vrai qu'il y a de l'inspiration, comme tu dis, tu as cité des exemples, mais toujours, ça doit être un support à la création pour apporter tes propres idées, tes propres directions, tes propres envies. Est-ce qu'ils ont vraiment des idées qu'ils ont injectées qui viennent d'eux-mêmes? Je sais pas. Mais il y en a quand même assez peu, et tu viens de le dire, en fait, la dimension artistique de Giger, elle est copiée dans son ensemble, c'est-à-dire formellement, hein, Scorn ressemble à du Giger, mais aussi figurativement, c'est-à-dire que la symbolique de Giger est aussi reprise à l'identique. Scorn aurait pu copier l'esthétique de la biomécanique de Giger, mais pour parler, je sais pas, de l'écologie par exemple. Mais c'est pas le cas. Scorn reprend à son compte les thèmes de l'artiste, qui sont très facilement identifiables. Hein. C'est un art qui est très sexualisé sur le thème de l'enfantement, l'avortement, sur la gestation des corps en général, sur le corps féminin, sur les phallus, la sexualité, il y en a beaucoup. C'est plus problématique, ça, je trouve. Voilà. Toi, tu trouves que ça va au-delà voilà, de l'aspect esthétique pur, t'as aussi l'aspect symbolique. Bah ouais, si tu parles de l'œuvre et de ses thématiques, là, t'as plus rien fait qu'en termes de taf, quoi. Donc, je trouve ça... Enfin, je comprends pourquoi ils l'ont fait, hein, mais je trouve ça bizarre, et c'est vrai que tu parles de la question du plagiat et de potentiel poursuite ou quoi, on va voir ce que ça va donner, mais c'est vrai que Giger est mort, je sais pas si il y a une fondation qui gère son patrimoine à la Moulinsart ou j'en sais rien, ce qui est fort possible, hein. Mais il faut voir aussi quel degré d'agressivité ils peuvent avoir aussi, donc... j'imagine qu'ils ne sont pas lancés là-dedans sans avoir un minimum, les développeurs, j'espère quadriller leur truc, quoi. En tout cas, c'est la seconde question qu'on va se poser. Est-ce que le jeu possède quand même des choses à lui, des singularités qui lui sont propres? Alors, même si on pourrait parler de copie ou d'inspiration franche, Scorn va néanmoins apporter une nouvelle dimension à l'art de Giger, et cette dimension, c'est évidemment la dimension jeu vidéo. Et dans Scorn, l'œuvre de Giger, elle va prendre vie, ou plutôt, nous allons vivre, nous, en son sein. On va pouvoir presque l'incarner, s'y perdre, et ainsi l'observer au plus près pour la première fois. Et naviguer dans l'œuvre de Giger, ça, c'est quand même quelque chose d'unique. Il y a évidemment son musée à Gruyère en Suisse, où on peut naviguer vraiment dans les coursives de ce musée, mais là, c'est encore différent, quoi. Il y a pas un petit train même, je crois qu'il dort, qui fait le tour. Je suis jamais allé. Il paraît que c'est très très cool. Hein. Ouais. Alors, le jeu vidéo, on parle de se balader, c'est aussi des sons, et les sons sont absents de l'œuvre de Giger. Ça j'aimerais voir si au musée, justement, il y a toute une ambiance sonore qui est développée. Mais ça, je sais pas. Et là, le studio, vraiment, s'en est super bien sorti. C'est vraiment dégueu, organique. Ça souligne le malaise comme il faut. Autre singularité, c'est le genre du jeu. Scorn, c'est pas du tout un FPS bourrin. Contrairement à ce qu'on pourrait penser en voyant, par exemple, je sais pas, une image. Tu vois une image du jeu, t'as une vue à la première personne avec un gros gun, mais pas du tout, c'est pas ça, on n'est pas face à un FPS. Alors toujours sur la question du genre, Scorn, c'est pas un titre qui fait peur, il n'y a pas de jumpscare, il n'y a pas d'horreur psychologique à la Silent Hill, néanmoins c'est quand même un jeu d'horreur, c'est dégueu, c'est repoussant, c'est malsain, mais le jeu il fait pas flipper, il fait pas stresser, mais il peut être dérangeant, c'est même dur à regarder tant il est gore. Et comme chez Giger, c'est un gore qui touche au corps humain, au croisement de la matière organique et mécanique. C'est du body horror, un genre qui est connu au cinéma, mais je trouve assez rare dans le jeu vidéo. Alors Nico, dis-moi si tu vois d'autres exemples, mais on peut citer Doom, où il y a vraiment un mélange des fois de métal et de corps de chair, un peu de Parasite Eve, surtout sur le 2, peut-être Dead Space, Resident Evil dans une plus faible mesure. Ouais, je viens de penser à un exemple, mais je pense qu'il ne parlera qu'à moi. Vas-y. C'était un jeu de baston sur Nintendo 64, donc ce qui indique le faisceau limité de son héritage, c'est Biofreaks. Ça s'appelait Biofreaks, et c'était dégueulasse, mais c'était des persos... un peu augmenté, mi-humain, mi-machine. Le nom, on triche pas. Ah ouais, c'était ce vert bien dégueu et tout. En tout cas, dans le body horror, je trouve que Scorn pousse le délire vraiment très très loin, jusqu'à convoquer cette fois David Cronenberg et son film Existence, avec ses armes dans ce film horrible en os de poisson dégueulasse. Nico, tu te souviens, moi je trouve horrible ce film. Après, j'aime pas du tout le body horror. Je ne l'ai pas vu parce que justement Cronenberg, c'est un blind spot de ma filmo, parce que là pareil, j'ai ce côté, je comprends le côté de ces répulsions, fascination que peuvent avoir ces formes d'art. Moi, j'ai plus le côté répulsion, en fait, et la fascination, pas tellement. Donc, je me tiens un peu éloigné de ce genre de choses. Je vous conseille même les films du fils de Cronenberg, Progenitor, qui est
totalement dans ce délire, hein, donc si vous aimez ça, jouez à Scorn et allez-y. Alors, retour sur la question du genre, au final, il est pas si évident à décrire, et finalement tant mieux, parce que c'est au moins une particularité que Scorn possède. Au final, Scorn, c'est une sorte de walking simulator atmosphérique croisé à un Myst-like. Alors concrètement, on passe l'essentiel de notre temps à se balader et à résoudre des énigmes, même si vu le contexte, c'est marrant de dire balader, mais en gros, on va dire que c'est ça. Alors comme on l'a évoqué, on aurait pu croire que le jeu était un FPS si on s'attarde uniquement sur des photos. Néanmoins, les premiers trailers laissaient quand même entendre qu'on allait bien en flâner. Alors, encore un mot qui est pas top avec balader, mais qu'on allait être un petit peu dans l'exploration, l'observation. La promenade. La promenade, champêtre. En revanche, tout l'aspect énigme, tout l'aspect Myst, justement, avec des puzzles assez retors, c'était pas si clair. Et c'est quand même une surprise quand on débute dans Scorn, parce que l'aspect énigme commence direct, dès la première seconde. Alors si vous voulez pas vous prendre la tête, si vous voulez être bien accompagné, je vous le dis direct, Scorn, c'est pas pour vous. Le jeu ne va pas vous prendre la main, il n'y a pas d'indication, pas de tutoriel, pas d'aide. On est plongé au milieu d'un monde hostile, seul, sans grosse flèche pour nous dire où aller à l'écran, et bien sûr, sans carte, ça serait beaucoup trop facile. Pour toi qui voulais te détendre. Ouais, mais je suis sur le tiercé gagnant. Alors le fait qu'on soit perdu, qu'on sache pas où aller, je trouve quand même que c'est surtout dû à la direction artistique qui est assez redondante, même au sein de chaque acte. Tout se ressemble, tout est assez dégueu, on se perd facilement, mais malgré tout, en fait, on va être aidé naturellement par le jeu lui-même et les développeurs qui, grâce au level design, vont nous indiquer quoi faire. Et si l'apparat des niveaux est surprenant, leur construction, elle est assez classique. Et à bien y regarder, je trouve que Scorn adopte une forme très jeu vidéo. La première chose, c'est que le développement a débuté il y a plus de 8 ans. Rappelez-vous, c'était l'intro. Donc même si l'idée a évolué au fil du temps, le principe du jeu, lui, il date un petit peu. Donc le côté classique de sa construction, finalement, il n'est pas si étonnant. Rappelons aussi que l'ambition de base du studio était de proposer un jeu non linéaire avec des zones interconnectées. Ça, c'est du passé, c'est pas du tout le cas. Et si ça vous évoque quelque chose, des zones interconnectées, non linéaires, tout ça, c'est normal et on va y revenir. Dans Scorn, le level design, c'est lui qui va révéler la solution des énigmes. Ici, je parle des grosses énigmes, des macro-énigmes, celles qui vont impliquer la modification, la gestion, le déplacement, carrément de grandes zones des niveaux. Et ça vous rappelle peut-être Soul River, God of War, Tomb Raider. Donc cette partie macro-puzzle, avec cette partie-là, le jeu brise pas du tout le canevas classique des jeux vidéo. Car le plus souvent, t'es là, tu sais pas ce que tu vas faire, tu comprends pas ce que tu fais, les actions que tu réalises, en fait, elles te dépassent, et pourtant t'avances. Alors comment c'est possible? Comment peut-on résoudre des énigmes sans pour autant les comprendre? Ça, je suis désolé, mais c'est très classique dans le jeu vidéo. Est-ce que ça vous est jamais arrivé de résoudre une énigme sans comprendre sa finalité? Genre, vous voyez un mécanisme, un chariot, un espace vide, vous allez naturellement activer le mécanisme qui va libérer le chariot, et tu vas prendre le chariot, tu vas le mettre dans l'espace vide pour poursuivre ta route sans réfléchir, sans comprendre ce que tu fais, et pourtant t'avances. Est-ce que ça t'arrive souvent dans le jeu vidéo de capter comment avancer sans pour autant comprendre ce que tu fais? Je trouve ça très vrai et très triste en même temps. C'est vrai qu'on a tellement nos réflexes de joueurs que on va tout de suite voir quels éléments sont interactifs et régler le problème avant même de savoir à quoi ils servaient, quoi. Mais moi j'ai quand même une question sur l'aspect lisibilité, parce qu'on sait que le digger, les décors, ça peut être homogène, et justement un jeu qui mise sur les énigmes, est-ce que t'arrives à voir tout de suite ce qu'on te demande? Est-ce que tu comprends tout de suite ce qui est interactif ou pas interactif? Ou est-ce que tu, des fois, passes des heures à galérer en mode je sais pas du tout ce qu'il faut faire? Sur la lisibilité de ce qui est interactif ou non, c'est assez visible parce qu'en fait, ils ont ajouté une icône. C'est quand tu t'approches de quelque chose qui est interactif, t'as un petit rond blanc. Et en fait, si le rond blanc est plein, c'est que tu peux interagir. S'il est pas plein, c'est que tu peux pas encore interagir. C'est que tu va falloir que tu fasses quelque chose en amont, que tu reviennes plus tard, que tu t'en souviennes justement. C'est là, je devrais revenir plus tard. D'accord. Donc ça, c'est quand même assez indiqué. Tu l'as dit, et on vient de l'évoquer, dans Scorn, le plus souvent, on parvient à résoudre des énigmes, des grandes énigmes, uniquement grâce à leur design de jeux vidéo, et on n'y arrive pas par magie, on n'y arrive pas parce qu'on est des génies, on y arrive parce que leurs designs sont bien faits, et surtout par nos habitudes et nos automatismes, tu l'as évoqué. Mais ce côté, en fait, très classique, tout ça, c'est pas grave, en fait, c'est qu'une illusion. Le but du studio, c'est de masquer ces systèmes grâce à la direction artistique, à l'ambiance, et l'important, c'est l'immersion. Et Scorn, je trouve qu'il s'en sort carrément bien, il arrive à bien illustrer cette illusion et à bien nous immerger. Perso, moi ce côté classique, ça me dérange pas. J'aime bien les jeux vidéo, très jeux vidéo. Mais le génie, parfois, quand il y a quelque chose qui pop, c'est quand justement l'illusion n'est pas et que on comprend ce qu'on est en train de faire, on comprend là où on interagit. Et en parlant de macro-puzzle, je l'ai évoqué très rapidement tout à l'heure, moi, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est Soul River, avec les mondes interconnectés, plusieurs dimensions. Et là, en fait,
Juste, c'est que tu peux pas aller au hasard. T'es obligé, c'est dur, c'est long, mais t'es obligé de comprendre ce que tu fais pour pouvoir interagir. Ça, c'est quand même plus des exceptions, hein. C'est quand même peu fréquent. Le plus souvent, dans le jeu vidéo, tu traces, tu sais pourquoi, mais tu vas. Ouais, mais c'est vrai que ça fait relativiser après coup l'ambition de Soul River à l'époque, qui était dingue, hein. Et que même aujourd'hui, finalement, il n'y a pas beaucoup de jeux qui sont allés sur ce terrain-là. D'héritiers, il y en a très peu. Troisième et dernière question, c'est un pourquoi, tout simplement, avoir ajouté de l'action dans Scorn. Car oui, il y a de l'action et des combats. Alors déjà au vu de l'intégration de cette action, hein, ça sonne pas naturel et les combats ils détonnent clairement dans l'expérience. Et il était légitime au début du jeu d'imaginer que l'aventure serait sans combat, car les 2 premiers actes n'en contiennent pas. Enfin, les combats ils arrivent fin du second acte. Et comme on peut compter à peu près 1 heure de jeu par acte, les 2 premières heures, sur 6 au total, elles sont sans combat. Ouais, donc 1/3, c'est marrant ça. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de jeux qui rajoutent des composantes comme ça après 1/3. Je disais que Scorn était classique dans sa forme, mais proposer 1/3 du jeu sans combat, avec un petit revirement, alors léger, voilà quelque chose de très surprenant. Eh bien merci, mais non merci, hein, on aurait pu s'en passer, car les combats sont vraiment très peu intéressants, ils sont très punitifs, pas amusants, les armes sont pas agréables à manipuler, elles sont longues à recharger, les monstres au total sont au nombre de 4, c'est très redondant, et au final, tout ça s'avère très 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 frustrant. C'est vraiment très dommage. Et la question du coup que je me pose, c'est comment un jeu si radical a pu céder à la facilité d'ajouter une couche d'action supplémentaire assez injustifiée. Une situation qui me fait penser à Death Stranding et tout le pan qui concerne les mules. Hein, attention à ce que tu vas dire. Hein. Qui s'avère, à mon sens, tout aussi injustifié que les combats dans Scorn, mais là où Death Stranding était un AAA financé par Sony pour être un jeu exclusif, on peut comprendre le désir de Kojima et l'insistance présumée de Sony d'ajouter plus de combats pour attirer un maximum de joueurs. Ici, franchement, on est sur un projet qui était un peu plus radical. Le jeu se veut être franc dans sa démarche. Pourquoi avoir intégré des combats ? Pourquoi ne pas être allé jusqu'au bout de l'idée ? Alors, on imagine que c'est pour complexifier l'exploration, pour varier les sources de stress, pour dynamiser le jeu, tout simplement. Mais ça fonctionne pas trop. Néanmoins, franchement, c'est beaucoup trop facile de critiquer ça de ma position. Les combats, c'est ce qui attire le public. C'est une vérité. C'est comme ça. C'est triste, mais c'est comme ça. Et le studio en était conscient, car dès les premières previews, en 2017, les combats étaient déjà présentés. C'était sûrement la partie la plus faible du jeu, mais c'est ce qu'ils nous ont présenté pour nous faire plaisir, pour nous attirer. Donc, je pense on ne peut pas condamner la démarche, on peut la comprendre, mais déplorer la qualité de ces combats qui changent un petit peu la philosophie du jeu même. On discutait tout à l'heure du genre du jeu, un genre pas évident à désigner, mais à cause des combats éclatés, on peut carrément dire que c'est un survival horror. On court tout le temps après la vie et les munitions, on tourne en rond, on fuit les ennemis par peur de clemser en 2 coups, on résolve des énigmes à la con, et c'est pas Resident Evil que je viens de vous décrire, c'est Scorn. C'est ouf parce que ce constat, après avoir terminé le jeu, je dirais que Scorn c'est tout sauf un survival horror, de mon ressenti. Donc je trouve ça triste finalement d'avoir ces combats un petit peu si peu à propos, mais je peux comprendre vraiment le studio. Ouais, mais ce qui m'interroge, c'est justement si tu rajoutes des combats parce que tu sens que c'est une sorte d'obligation marketing, pourquoi tu les mets pas au début pour que les gens, justement, le public que tu vises, voient ça au début et soient happés et qu'après tu t'en sépares après ce premier tiers, justement, plutôt que de faire le contraire. Parce que je pense qu'ils étaient conscients qu'ils étaient pas bons, donc du coup t'as vraiment le premier tiers qui est la vraie intention, la note d'intention, c'est la première heure et demie qui est le macro puzzle le plus dur, le plus cohérent, avec vraiment une ambition, avec la zone de jeu la plus large où vraiment tu vas naviguer, pas comprendre ce que tu fais, et ça je peux pas spoiler, mais par exemple au début du macro puzzle et à la fin c'est impossible de savoir ce que tu fais, c'est à la fin tu vas arriver à faire j'ai fait tout ça pour ça, jamais t'aurais pu l'imaginer. Cette vraie note d'intention, c'est ce prologue, et en fait ils les ont cachés parce que en fait c'est une nécessité marketing pour les previews, pour les trailers, montrer que y a un gun en première personne et que finalement ça peut attirer. Donc on a besoin que de faire le premier monde et on peut s'arrêter là, quoi. Franchement, alors le jeu fait 6 heures, mais si vraiment vous voulez l'expérience Scorn et voir si ça vous branche, en plus c'est Game Pass, ça passe. Franchement, la première heure et demie, allez-y, et je pense que vous allez avoir un condensé de ce qu'est ce jeu-là. On arrive à la conclusion et en fait j'ai envie de dire et je constate que le titre est finalement très clivant. Et pour plusieurs raisons, et on va les voir une par une. Déjà, c'est un jeu, j'ai vu des voix s'élever pour dire que c'était un jeu qui était court. Mais franchement, est-ce qu'on a envie de rester plus longtemps dans ce monde ? Est-ce que le principe du jeu peut se tenir sur 10 ? Est-ce qu'il peut se tenir sur 20 heures ? Est-ce que étirer artificiellement, c'est important ? Est-ce que engager les studios à faire ça, c'est important ? Moi, je trouve que c'est un débat nul et absolument sans aucune conclusion pertinente. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur le fait de... C'est un jeu court, c'est clivant ? Oui, on en a déjà suffisamment parlé. Je pense que ça fait pas partie de ce public qui veut que ce soit toujours plus long, toujours plus...
Ouais, fais ce que t'as à faire et puis voilà quoi. Nul. Alors il est clivant parce que c'est un jeu qui est pas accessible. Alors c'est vrai, hein, c'est un jeu qui est mystérieux. Comprendre comment se soigner, franchement, c'est pas évident. Néanmoins, si vous appuyez sur Start, je vous donne un pro tips, vous avez une manette visible à l'écran avec toutes les commandes et vous allez voir comment tout se passe. On a déjà vu plus mystérieux, hein, je pense à Tunic qui a un vraiment mystère dans ses commandes, dans son game design. Là, il y a du vrai mystère. Là, je parlerai pas de mystérieux, je dirais plus que les informations sont mal intégrées. C'est un jeu qui est clivant parce que c'est un jeu qui est pas évident. Alors oui, hein, c'est pas simple, mais plus à cause des combats éclatés que des énigmes, je trouve. C'est un jeu qui est clivant parce qu'il est radical. Oui, c'est un jeu qui va pas plaire au plus grand nombre, clairement. C'est un jeu qui peut être repoussant. Ça, c'est vrai. N'hésite pas s'il y a des points où tu veux intervenir. J'aurais une question sur tout ce qui est un peu, alors sans parler histoire, scénario, grosso modo, mais je sais pas si tu vas y venir, donc je pose mon dernier point, c'est parfait. Mais néanmoins, perso, j'ai beaucoup aimé Scorn. Hein, c'est un jeu qui a plusieurs gros défauts à mon sens, hein, mais franchement, je trouve que c'est une expérience qui est ramassée. 6 heures, moi j'ai kiffé. Ça peut faire rager, mais moi... C'est un bon moment. Il est lent, il est mou, les combats sont nuls, mais franchement, j'y suis revenu. J'y ai trouvé malgré tout mon compte, et j'ai trouvé ça au final assez fascinant. Semi-déception néanmoins, je vois pas trop où le jeu veut en venir niveau scénario. Pendant que je jouais, je me demandais tout le temps en fait ce que les décors me racontaient. En fait, est-ce que c'était des décors fonction uniquement, ou est-ce qu'il y avait un petit peu plus à creuser niveau narration environnementale, parce qu'il y a de la narration à chercher uniquement avec les décors. Il y avait pas de cutscene, un petit peu à la fin, très légèrement, mais il y a pas d'exposition au début, pas de qui es-tu, où es-tu, que fais-tu, dans quelle étagère. Et aujourd'hui encore, je me questionne encore. Vraiment. Et comme vous voyez, hein, je me pose encore des questions, mais en même temps, dès l'intro, je vous ai prévenu dans ma chronique que j'allais m'en poser plein des questions. Au final, Nico, est-ce que ça te chauffe ? Alors, je dirais... Encore une chronique d'échecs où ce que tu racontes, ça ne me dit rien du tout. Si je dis non trop brusquement, tu vas croire que tu ne m'as pas convaincu avec ta chronique. Ça donne envie, mais je pense que ça ne va pas pour moi. Mais je pense que je vais quand même l'essayer, faire au moins ce première heure et demie. Carrément, pour voir. Mais c'est vrai que si le jeu ne raconte rien, alors je me doutais bien qu'il n'y avait pas une histoire, des scénettes et compagnie, hein, mais au moins qu'il y a un propos, allégorique évidemment, mais qu'à la fin de l'aventure, tu te dises ok, je comprends un peu le voyage que j'ai fait, je suis un peu enrichi intellectuellement, tu vois. Il y a beaucoup de questionnements, il y a vraiment des choses, il y a des trucs à dire. Là, si on faisait un Star Trek EX, hein, voilà notre format qui parle de tout le jeu, je pense qu'on aurait de quoi discuter, de la symbolique, de la portée de ce que ça veut raconter. Ça va faire, hélas, et ça c'est un défaut, trop écho à l'œuvre de Giger. Mais je trouve ils nous ont pas donné les outils comme par exemple un jeu From Software peut te donner les outils. Tu vas être perdu devant un titre comme Elden Ring, mais tu vois en face de toi que tu as les outils, que les réponses sont là, qu'il faut juste creuser ou peut-être être attentif. Là, j'ai vraiment l'impression que j'étais face à des macro-puzzles gigeriens avec une direction artistique franche, mais ok, finalement je suis dans une grande prison, je suis dans une usine, qu'est-ce que ça raconte ? Il y a des gens qui vivaient là, etc., je sais pas. Ouais, mais du coup, pour boucler avec le début de ta chronique, en fait, c'est qu'ils n'ont jamais transcendé l'œuvre de Giger ou ne lui apporté une couche supplémentaire. En fait, c'est un musée, quoi. C'est le deuxième musée Giger, quoi. Mortel. Meilleure conclusion. Moi, j'ai pas eu la chance d'aller dans le musée. Si vous êtes comme moi dans cette détresse et que vous avez peut-être jamais allé à Gruyère, voilà, Scorn, ça peut être un très très beau musée avec de l'interactivité, du son, une ambiance, la musique aussi, pareil, j'en ai pas parlé, mais c'est, j'imagine, vas-y, je te dis, tu penses que c'est quoi les musiques ? C'est des nappes d'ambiance très très discrètes. Là, l'œuvre de Giger, c'est difficile de copier la musique, donc ils sont restés finalement assez discrets, assez dans la retenue, ça fonctionne bien, mais pareil, ils ont pas très transcendé musicalement aussi, tu vois, donner une nouvelle dimension. Ouais, et c'est marrant, moi je veux pas tomber sur les devs, hein, mais j'ai pas trop vu passer cette notion-là dans les tests et critiques que j'ai pu voir sur le jeu, sur ce côté, le bien fondé artistique du truc, quoi. C'est choquant, c'est surprenant, c'est hyper attirant, ouais. Mais voilà, nous, c'est vrai que la question qu'on s'est posée, même à la rédac avec Ken et Damien, Ludo aussi en réunion, finalement, c'est du plagiat, c'est quoi ? Alors, c'est dur comme accusation. J'ai pas, tu vois, et c'est même, je l'évoquais tout à l'heure, c'est facile des fois de se dire, mais les gars, mais enlevez les combats, on comprend, il y a des besoins marketing, il faut réussir à attirer, quoi. Enfin, vendre un jeu, c'est dur. Hein. Donc voilà, on comprend tout ça. Moi, je vous le conseille encore chaudement, hein, d'autant plus qu'il est sur Game Pass. Donc voilà, si vous êtes équipé en PC Game Pass ou Xbox Game Pass, allez-y, prenez 2 heures, tentez le coup. Ça vaut grave le coup.
Voilà pour cette première chronique un petit peu thématique, Halloween effrayante. Il est l'heure du top 3 qui va être aussi sur des pourtours Halloween, le top 3 des jeux déguisés. Voilà, Halloween, un thème tout trouvé. Qu'est-ce que c'est un jeu déguisé ? Un jeu déguisé, c'est un jeu qui n'est pas ce qu'il laisse paraître. Donc ça, dans son genre, par exemple, on peut se dire, ce jeu, je m'attends à ce que ce soit un jeu de plateforme, alors qu'en fait, bam, non, c'est un jeu de water polo, tu vois. Exactement. Eh ben écoute, je te laisse commencer avec ton top 3. Alors, j'ai un peu lutté pour trouver mes 3 exemples. Donc je vais commencer par une vanne un peu. Je vais parler de FIFA. Qui n'est pas un jeu de foot en fait, qui est un jeu de cartes Panini. Parce qu'avec le système FUT, donc qui est aujourd'hui au cœur de l'expérience des gros fans de FIFA et qui rapporte une thune monstre à EA, t'as ce système où tu vas acheter des decks de cartes, donc aléatoires, et tu vas tirer des cartes de joueurs et qui seront plus ou moins performants en fonction de ton niveau de chance. Et c'est devenu un big deal en fait. On voit des mecs qui dépensent une thune monstre dans leur FIFA chaque année. Et puis dès que le prochain sort, on repart à zéro et on roule la thune. Donc, c'est ça qui est ouf, c'est que tous les ans, en fait, tout l'investissement que tu mets sur ton équipe de l'année, tu perds tout, quoi. Tu perds tout tous les ans. Donc tu parlais d'investissement, enfin de revenus conséquents, c'est 30% d'Electronic Arts, c'est même pas 30% de ce que génère FIFA, c'est 30% des revenus d'Electronic Arts, c'est FUT. Je sais pas si on se rend compte. C'est gigantesque. C'est complètement gigantesque. Pour mon top 3, je vais te faire plaisir. J'en suis quasiment sûr. C'est Donkey Kong Jungle Beat. On pourrait croire que c'est un jeu de rythme parce qu'on joue avec des congas. Mais en fait, c'est un jeu de plateforme. Un vrai jeu de plateforme exigeant, pointu et juste complètement incroyable, en fait. Et il est trop bien, ce jeu. Vraiment, enfin, ça peut paraître bizarre, pas instinctif de jouer avec des congas. Mais si vous avez l'occasion, essayez vraiment le jeu. Il est vraiment super. Et puis, t'as toute une seconde lecture qui se débloque justement où le jeu de plateforme intègre le rythme et le côté presque speedrun en fait. Et tout est pensé pour te permettre d'évoluer de manière mécanique, rapide et tout. Tu peux compléter chaque niveau avec différents niveaux de performance qui vont en fait te gratifier par des petits jetons de couleur or, argent, platine, etc. Alors, et tu sais que ça te plaît. Et ça me plaît beaucoup. Mais c'est un jeu de plateforme qui est juste excellent, quoi. Mais vraiment, au premier abord, on pourrait se dire qu'est-ce que c'est que ce jeu de rythme ? Ton top 2. Alors on reste dans le côté rythmique avec Punch-Out, le simu de sport de combat de boxe de Nintendo, et qui en fait est plus lui aussi un jeu de rythme, parce qu'on doit se baser sur des stimuli visuels ou sonores pour pouvoir réagir face à l'adversaire. Et c'est vraiment une mécanique, un stimuli correspond une réponse adaptée. Et on n'est pas, j'imagine toi qui as fait de la boxe, on n'est pas dans ce type de mind game de boxeur, plus vraiment de jeu de rythme. Se battre les yeux fermés, c'est pas conseillé. Mais il y a des exercices où tu te bats les yeux fermés justement. Mais t'as raison, hyper bon exemple. Mon top 2, j'espère qu'il sera aussi pertinent, c'est Catherine. On pourrait croire que c'est un jeu de drague, mais en fait c'est un jeu de puzzle. Pas spécialement évident non plus, qui est assez compliqué. Il y a évidemment entre chaque puzzle toute une partie un peu visual novel où tu vas faire des choix entre Catherine et Catherine, voire dans la version gold du jeu Catherine. Bien sûr. Mais voilà, on pourrait croire que... Je pense qu'il a dû décevoir un paquet de joueurs parce qu'on nous l'a vendu comme un visual novel un peu érotisant. Coquinou. Et les mecs se retrouvent avec un puzzle game super compliqué, donc ils ont dû être deg. Allez, ton top 1. Alors mon top 1, sorti des tréfonds de mon cerveau, c'est Brutal Legend. Ok. Le jeu Electronic Arts, donc développé par Double Fine et donc Tim Schafer et compagnie. Alors ça a l'air d'un jeu de plateforme un peu action, avec donc ce perso qui est incarné par Jack Black, donc dans un univers métal. Mais en fait, le jeu se transforme très très souvent en RTS. Carrément, ouais. Il y a des séquences, mais qui sont vraiment du RTS, donc en termes de gestion des ressources, création d'unités et même administration d'un champ de bataille, tout bêtement. Et jusqu'au boss de fin, en fait, qui est une séquence de RTS à part entière. C'est pas les séquences que j'ai préférées du jeu, on va être clair là-dessus. Et d'ailleurs, je n'ai jamais fini le jeu parce que la dernière séquence m'avait trop saoulé. Mais pour le coup, oui, je pense que c'est plus... l'envie des devs était plus d'aller sur ce côté stratégique que sur le côté action, en fait. Très 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 bon exemple. Pour mon top 1, c'est Azura's Wars. Dur à dire. Un jeu qu'on pourrait croire être un pur jeu d'action de ouf, et en fait c'est un jeu de merde. Non, je rigole. J'ai pas aimé moi, mais en fait ça va être un jeu type David Cage, où même les jeux de David Cage sont largement plus interactifs. C'est un jeu de QTE géant. C'est un animé interactif. Interactif. Là où vraiment, si vous faites avoir, voyez un trailer de lancement de Azura's Wrath,
c'est la dinguerie. Tu te dis, mais je veux jouer à ça. Il y a quelques toutes petites phases, vraiment de boss, on va dire, un peu interactives. Ouais. Mais c'est éclataxe. C'est, voilà. On se moque souvent de David, mais bon, David Cage fait des jeux plus interactifs que ça. Ouais, comme toi, je suis pas un convaincu de Asuras Wrath, mais c'est vrai que visuellement, il y a des idées, puis ça part vraiment dans tous les sens. Il y a comment un potentiel rigolo. Ouais. Si vous êtes fan de climax japonais, façon Bayonetta, mais sans gameplay, ça peut vous plaire. Je sais qu'il y a des fans. Donc, c'est un peu laborieux à jouer. Ne nous jugez pas trop. Et j'ai quelques mentions. Ah, le mec. Alors, déjà, Luigi's Mansion, qui est un survival horror. Alors que ça... oui, vous l'avez entendu ici. C'était quand? C'était la semaine dernière? C'était la semaine dernière, il y a 15 jours, bref. Si vous n'avez pas vu les précédents, hein, ou écouté nos précédents Red Alert, ben voilà, c'est une private joke, vous savez. Inazuma Eleven, c'est un jeu de foot, du tout. Et non. C'était un JRPG. Assassin's Creed 2 sur DS, un jeu de parcours, pas du tout. C'est un Sonic-like. Et un dernier double mention, c'est Dead Rising et Zombie U qui pourraient passer pour des jeux de zombies bourrins, alors que c'est clairement des jeux de gestion. Alors, c'est juste des jeux chiants. Non, mais je veux dire, c'est des jeux avec de la gestion de ressources très pointue, très précise, où si tu t'amuses à vouloir tout éclater, tu vas sûrement pas réussir et pas aller très 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 loin, en tout cas dans l'aventure principale. C'est pour ça que je n'aime pas ces jeux. Que je les adore. Voilà pour ce top 3 des jeux déguisés. N'hésitez pas à nous balancer votre top 3. Donc Ken va nous faire un petit visuel. On commence un petit peu sur les réseaux à balancer des top 3. Vous êtes nombreux à répondre. Balancez-nous des idées et vos réponses. Nico, c'est à ton tour, en plein dans l'actu. C'est à moi, oui, tout à fait, en plein dans l'actu, parce que hier, à l'heure où on enregistre, il y a eu la petite showcase sur Silent Hill. Ça donne l'occasion de faire un petit point sur Konami, qui peut-être sera en phase de rédemption, ou pas, on va le voir ensemble. Parce que ces dernières années, faut être honnête, on a davantage parlé de Konami en mal, que comme le grand éditeur de jeux qu'il a été. Triste. Rappelez-vous, les périodes Super NES jusqu'à PS2, Konami, quand même, c'est du lourd, du archi lourd en termes de dev jap. Bah, c'est le top, quoi, ça fait partie du... En tout cas, nous, il avait vraiment des licences qui nous plaisaient énormément, donc c'était d'autant plus triste parce que il y a eu la rupture, évidemment, avec Kojima, l'annulation de PT, la sortie de Metal Gear Survival, donc vraiment, tout ça a fait que les joueurs, il y a eu une perte de confiance dans l'éditeur. PES qui tombe aussi. PES qui tombe, mais Konami, donc, s'est recentré sur le mobile, vraiment, parce que les joueurs, finalement, les consoles, ils s'en foutaient un petit peu. La monnaie. Et il est, malgré tout ce qu'on peut penser, il est resté très très actif ces dernières années avec beaucoup de jeux, notamment des jeux de baseball et des jeux Yu-Gi-Oh! Alors juste pour info, le dernier Yu-Gi-Oh! En date, Master Duel, est sorti en début d'année, et il a déjà célébré ses 30 millions de téléchargements. Ça reste un gros big deal. Tout va bien. Étant parlé, donc on a PES évidemment tombé au combat, dans le marasme de eFootball, devenu un free-to-play, sorti dans un état apparemment assez déplorable l'an dernier, et qui petit à petit essaye de reconstruire un peu son prestige passé. Est-ce qu'il va y arriver? Je ne sais pas. Tu vois, tout bête, mais nous, on a lâché. On était des joueurs de PES. Quand ça a basculé sur FIFA, on a à peine tenu un an après. Est-ce qu'on a grandi? Je ne sais pas. Mais nous, on était fans de Konami, de toutes ces grandes licences que tu vas évoquer prochainement, mais on jouait à PES, on a arrêté. C'est vrai. Mais malgré ces polémiques, qui l'ont vu délaisser le marché console, Konami continue à gagner plein d'argent et se porte même très très bien. Si bien qu'en février 2022, donc en début d'année, il a annoncé le plus gros bénéfice de son histoire. Donc voilà, fermez là les rageux, comme on dit. 2,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, ce qui le place même à la pointe des éditeurs japonais, si on considère uniquement que l'activité jeux vidéo. Incroyable. Parce que tu vois, Namco Bandai, ils ont des merchandising et compagnie. Donc uniquement sur le côté CA jeux vidéo, Konami au Japon, c'est le taulier. C'est incroyable. Tu parlais des billets dans une précédente émission. Celui-là, il est cadeau. Enfin, moi le premier, je serais tombé. Ah oui, non, mais voilà. Et tu vas l'évoquer, toutes les activités annexes de Konami ramènent de la thune. Mais j'aurais pas cru que la partie mobile, quasi uniquement, a rapporté autant. Mais c'est vrai qu'on a pris l'habitude de dire non mais Konami c'est aussi des salles de sport et tout, c'est vrai, mais ça reste marginal dans le chiffre d'affaires. Konami tire beaucoup de son pognon du jeu vidéo. In shape, mais bon. Donc malgré tout, après ces années en fait de déni finalement où l'éditeur il considérait plus tout le paquet de licences qu'il possédait, petit à petit on a vu repasser la tête à la fenêtre. On a eu par exemple le retour de compiles autour de la licence Castlevania, avec notamment une compile assez récente qui regroupait les épisodes Game Boy Advance de la série, donc plutôt sympa. On a eu aussi un Bomberman pour le lancement de la Switch, et ce jeu qui a plutôt bien fonctionné, donc ça a dû aussi leur alimenter quelques idées. Pour rappel, ils ont racheté Hudson Soft, donc ils ont les licences, notamment Bomberman. On a aussi vu un nouvel épisode de Contra qui s'appelait Rock Corps et qui apparemment était bien dégueulasse, donc celui-là on va un petit peu le mettre sous le tapis.
Et en tout cas, voilà, ces licences, Konami commence à être conscient du portefeuille qu'il possède, et si bien qu'en octobre 2021, donc l'an dernier, il a lancé un concours même à destination de développeurs indés, en leur mettant en gros à disposition beaucoup de licences. Alors c'est des licences vraiment assez secondaires, hein, c'est pas les gros bangers. Et c'était le projet, voilà, développer un proto autour de ces licences-là, et les gagnants, ils partiront avec de l'argent et de quoi développer un jeu. On n'a pas encore vu, si je dis, enfin, sauf erreur, hein, de quelque chose sortir de ça. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, il y a un événement qui, à mon sens, paraît déclencheur dans ce peut-être possible renouveau de Konami. C'est le cas de Momotaro Densetsu. Oh. Alors, je ne sais pas si tu le connais. Alors, c'est Dentetsu, pas Densetsu. Hein, c'est à savoir. Ouais. Donc, je l'ai dit, en 2011, Konami a racheté Hudson Soft. Et parmi les licences récupérées, il y a cette licence des Momotaro Dentetsu, qui est une célèbre franchise, en fait, de party game, qui est vraiment adorée des Japonais. Alors j'ai maté des vidéos, hein, c'est un peu compliqué à comprendre, c'est un peu comme le Itadaki Street de Square Enix, ça a l'air d'être une sorte de Monopoly un peu bizarre. Et Konami en fait a été poussé par Nintendo, hein, qui vraiment c'est eux qui ont été à l'impulsion pour dire vas-y refaites-nous un épisode sur la Switch, et ça a été un carton, donc il est sorti fin 2020. Et on a eu 3,5 millions d'exemplaires écoulés en moins d'un an, ce qui en fait le jeu le plus vendu de Konami au Japon. Incroyable. Donc voilà, on parle pas de MGS, Castlevania, PES, non, c'est Momotaro Dentetsu, le plus gros carton de Konami au Japon. Incroyable. Donc sur cette bonne lancée, Konami sont revenus à la charge avec une compile Tortue Ninja sortie récemment, et qui était traitée, je sais pas si c'est d'accord, mais avec un sérieux vraiment étonnant. Oui, c'est vrai qu'on a évoqué nous le beat'em all, mais il y a eu cette compile, la Kawabunga Collection. Ouais, donc je crois que 7 ou 8 jeux en version PAL ou en version Jap, avec... Tu peux retrouver les livrets de l'époque, il y avait même des documents de développement qui étaient fournis dedans, qui sont tous traduits et tout, enfin c'était un taf vraiment. C'est vraiment génial, c'est-à-dire que Konami n'a pas été toujours reconnu pour la conservation de son code, de ses assets, hein. On pense à Silent Hill HD Collection, les Zoé, les Metal Gear qui sont arrivés, c'était pas toujours très glorieux, et ça, moi cette compilation, ça c'est j'en rêve, sur justement les licences de patrimoine, un truc propre, bien fait, tu choisis ta version, t'as les jaquettes, t'as des scans incroyables de documents. Enfin, moi j'aime bien les jeux Tortue Ninja, mais j'ai pas un affect incroyable. Quand on parlera de wishlist tout à l'heure, c'est ça que je veux sur d'autres licences, quoi. Ouais, tout à fait. Et on a même eu au dernier TGS une compile annoncée autour de Suikoden, une compile presque inespérée, hein, je sais pas si t'es d'accord. Oui. Donc qui remet en avant les épisodes 1 et 2. Et je trouve que là aussi, le taf qui est effectué est vraiment cool, quoi, sur la réadaptation graphique et tout. Ouais, très respectueux, avec vraiment un lissage des décors, où ils vont mettre en valeur aujourd'hui ce qui serait illisible sur nos télés, mais avec la conservation des sprites des personnages. Donc on a ce côté propre mais rétro. Moi je trouve que là on a deux très très beaux moves, quoi, de Konami. Konami qui redeviendrait un good guy peut-être, mais en tout cas faut pas se nier que ces deux derniers exemples, il y a quand même, je trouve, le spectre de l'opportunisme qui plane un petit peu, parce que tu ressors ta compile Tortue Ninja quand le jeu de Dotemu fait du buzz de ouf. Tu sors ta compile, enfin t'annonces ta compile Suikoden à l'heure où voilà, Eiyuden Chronicles a fait un carton sur Kickstarter. Donc pour rappel, hein, c'est un jeu développé par les anciens Suikoden, mais qui était là pour apporter une sorte d'héritier spirituel à la série. Donc je sais pas s'ils voient ça d'un bon œil en disant ça va ranimer la hype, ou s'ils sont un peu deg. Un petit peu des deux. Donc bon, voilà, il y a quand même autour de ces projets sérieux, on peut aussi mentionner la PC Engine Mini, donc là aussi en plein dans la vague des consoles mini, donc qui est sortie, qui a fait le bonheur vraiment des rétro gamers. Après moi c'est vraiment pas une console que je connais vraiment, donc ça m'a... On n'a pas eu la chance de l'avoir. Ça m'a paru un petit peu lointain, mais voilà, ça c'est bien beau tout ça, mais ce que les joueurs ils attendaient le plus, c'est le retour des grosses licences, hein, celles qui tâchent, celles qu'on a tous en tête. Donc on va commencer par Metal Gear Solid et Castlevania, évidemment. Et là, on a vu passer un article du site VGC, donc un article daté d'octobre 2021, donc un an en arrière. Et dans cet article, hein, leur source parle d'une réinvention d'un Castlevania qui sera en développement en interne avec le renfort de studios extérieurs. Là, ils affirment, hein, c'est pas, on va voir si leurs sources ont raison ou pas, mais c'est quelque chose qu'ils affirment. Et il y a aussi un projet de remake du MGS3, par le studio chinois Virtuos. Donc il y a quelque chose qui vient corroborer ça un peu, c'est qu'on avait vu passer le profil LinkedIn d'un employé du studio, et qu'il laisse entendre qu'il œuvrait un remake d'un jeu action-aventure non annoncé. Donc voilà, je pense que ça renseigne un peu sur le sujet. Il y a aussi des rumeurs sur des possibles remasters des 3 épisodes de Metal Gear Solid, PlayStation, donc... À voir, en tout cas, la série MGS en fait les 35 ans, c'est 35 ans cette année, et au dernier décompte, la série en est à 58 millions de jeux écoulés,
Donc ça serait quand même dommage de laisser la franchise mourir, même si bon, on parle là quand même de raviver le passé plutôt que d'aller vers un nouvel épisode, quoi. MGS Castlevania, la dernière grosse licence à laquelle on pense, c'est évidemment Silent Hill. Et là, on l'a dit, on arrive au cœur de l'actu avec cette conférence qu'on a connue hier. From the Mission. On n'y croyait peut-être plus parce que Downpour, le dernier épisode en date, ça date de 2012, hein, donc ça fait 10 piges. Hein. Alors, on va faire un petit récap des annonces. À chaque fois, on va s'arrêter un peu pour en discuter parce que c'est quand même très intéressant. Donc, on commence par la première grosse annonce, c'est évidemment le remake de Silent Hill 2 par la Bloober Team. Donc, qui est mené par le creative director du jeu The Medium, dont on a parlé dans un Red Alert il y a quelques années. Ouais. Et là, on a la caution pour les fans, hein, on fait venir le retour des anciens, donc Masahiro Ito au monster design, et Akira Yamaoka à la musique, même s'il annonce déjà une nouvelle direction musicale pour la série. C'est vrai que les deux sont vraiment indissociables de la saga, et on sait que la Silent Team dont on parle, ça n'a jamais été vraiment une réalité en termes de dev, mais ces deux individus, je trouve, vraiment focalisent aujourd'hui l'attention des fans sur l'identité Silent Hill, quoi. Qui rassure. Qui peut rassurer. C'est aussi la crainte de est-ce qu'ils ne sont que des hommes sandwich ? Est-ce qu'ils viennent pour montrer leur visage, pour dire oui, j'ai participé, Ito, Monster Design, mais finalement Art Director, alors que c'est Bloober Team, on a l'impression quand même clairement qu'il sera assez éloigné. Akira Yamaoka, est-ce que c'est lui qui a fait les arrangements du trailer ? Il était même pas venu sur place, voilà. En tout cas, ils étaient mis en avant. J'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais que ce sont deux personnes qui ont Silent Hill vraiment, que ça leur tient à cœur, donc j'imagine qu'ils vont s'impliquer quand même, qu'ils sont pas là juste pour prendre leur chèque. On espère. En tout cas, au niveau du jeu, on passe sur une modernisation un peu attendue à la Resident Evil 2 Remake, hein, donc avec une vue derrière l'épaule. On va en parler après de notre ressenti là-dessus, mais c'est annoncé en tout cas comme une exclue temporaire PS5 sur console, et ça sortira aussi sur PC. Alors juste, je te donne un petit peu mon avis, moi je trouve ça quand même un petit peu propre, trop propre dans le rendu aujourd'hui. C'est vrai qu'on a ce fameux grain de Silent Hill 2 de l'époque qui était assez symptomatique de ce qu'on appréciait dans l'ambiance. Là, pour l'instant, il n'est pas encore là. Pas de doute que c'est le premier truc que les fans vont relever. Ouais, c'est clair. Je trouve que dans le trailer, il y a certains plans qui fonctionnent vraiment de ouf, hein, notamment quand on est en extérieur dans la ville avec cette vue un peu éloignée. D'autres un peu moins. Donc, moi, je serais pour leur laisser le bénéfice du doute, évidemment. Mais qu'est-ce que toi, t'en as pensé de ce trailer ? Comme toi, un côté un peu lisse, un côté un peu HFR. Tout est trop palpable, presque. Ouais. Peut-être tu peux te dire, ah oui, on voit bien les détails. Tu parlais tout à l'heure de Pyramid Head, par exemple, avec ses gants. Tu disais qu'il était un peu trop visible. Enfin, les détails sont trop visibles. Ouais, c'est vrai que ce grain rajoute comme du bruit à l'image, en fait, et ça venait un peu sur les textures, sur cette direction artistique, créer un effet un peu qui va un peu amalgamer tout ça. Et là, c'est vrai qu'on voit un peu plus les choses qui se détachent, les éléments. Et il faut savoir que voilà, ce grain, le brouillard, tout ça étaient des contraintes à l'époque, et c'est devenu une patte artistique, une singularité. Donc aujourd'hui, en fait, ça serait singer une direction artistique. Donc moi, je suis pour aussi des nouvelles propositions. Je pense qu'il faut pas chercher dans ce Silent Hill 2, Silent Hill 2, ça va être peut-être une base, espérons une vraie relecture. Je sais pas. Après, moi, je vois plus ce Silent Hill 2 comme, en fait, un mouvement de la politique de Konami. C'est-à-dire que tu as évoqué tout à l'heure tous ces retours de grandes licences de façon facile, où Konami faisait de l'argent en faisant des compiles. Ouais. Et là, en fait, ils ont vu Capcom, ils ont dit nous aussi, on va convoquer nos plus grandes licences façon 3D, façon ambitieux, AAA, parce que Capcom a montré tout simplement qu'il y avait de l'argent à se faire avec un investissement lourd. Oui, et puis tu t'attaques évidemment à l'épisode le plus révéré, donc tu vas pas commencer par le 1, tu vas direct dans le vif du sujet. En tout cas, sur la Bloober Team, moi, au sortir de notre chronique à l'époque dans Red Alert, j'avais dit, il y avait déjà des rumeurs justement sur Bloober Team, Silent Hill. Moi, je pensais à l'époque qu'il y avait eu des tractations entre le studio et l'éditeur, mais en fait que ça avait capoté et que les restes avaient servi à faire The Medium. J'y voyais ça de façon très logique parce que The Medium était vraiment une sorte de Silent Hill, une sorte d'hommage à ces vieux Survival Horror. Même il y avait du Resident Evil, même si Resident Evil et Silent Hill n'ont rien à voir, mais il y avait vraiment, ça convoquait toute cette période du Survival Horror. Et en fait, j'avais du mal, et j'ai toujours du mal à voir aujourd'hui, ce que Bloober Team a sous le pied, quoi. Pourquoi, en fait, The Medium n'est pas quelque part une réinvention de Silent Hill, et aujourd'hui, on va leur donner Silent Hill 2, on va leur donner, en fait, la licence, on va leur donner des bribes de scénario. Est-ce qu'ils ont beaucoup plus à donner ? Alors moi, j'espère, c'est des bons gars, hein. Observer, c'est trop bien, Medium, j'ai adoré le côté régressif. J'ai du mal j'ai peur un petit peu de dire oui, ça va être un peu le grand test. Pourquoi The Medium vous savez pas tout donné, genre non, on était à 50%, j'ai un peu des craintes, mais j'ai beaucoup d'espoir quand même. En parallèle de ce remake, on a l'annonce après donc Return to Silent Hill, donc
Après Return to Monkey Island, on revient à Silent Hill, l'ambiance est un petit peu différente. Donc nouveau film de Christophe Gans, qui avait déjà réalisé le premier épisode. Le tournage va débuter l'année prochaine, donc il n'y avait pas de bande-annonce à montrer, mais ils ont quand même montré quelques storyboards. Alors là aussi, c'est une adaptation du Silent Hill 2, et ce qu'on a vu des storyboards, ça a quand même l'air très très fidèle au jeu. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Christophe Gans, je pense que pour nous, on l'apprécie, on sait que c'est un mec passionné. Nous, on l'aime bien. Même si le premier film a des défauts, ça reste quand même une superbe adaptation de licence jeux vidéo. Voilà, vas-y Christophe, fais-nous kiffer. Voilà, j'ai rien à ajouter. Je crois en lui, j'aime beaucoup le réalisateur, j'aime beaucoup le personnage. Il tient ce projet depuis plusieurs années. C'est une vraie envie de sa part. Fais-nous rêver. Fais-nous rêver. En tout cas, à mon sens, ces deux projets, c'est vraiment la colonne vertébrale de ce renouveau de Silent Hill. On peut même imaginer une sortie simultanée des deux, un au cinéma, un en jeu vidéo. Et la redite, t'as pas peur ? Justement, je trouve que c'est intéressant de voir en fait deux œuvres qui vont être adaptées d'un même matériau source. Donc le jeu Silent Hill 2, t'auras la réinvention vidéoludique et la transcription au cinéma. Ouais. Je trouve ça passionnant. Alors, c'est casse-gueule de ouf. Il y a quand même des chances que le jeu reste la pièce maîtresse, le premier jeu reste la pièce maîtresse de ça, mais de voir comment vont interpréter deux équipes avec deux sensibilités différentes cette même œuvre, je reste quand même très curieux, très excité, quoi. On parlait tout à l'heure de Konami qui fait feu de tout bois, les compilations, là maintenant on va faire de l'argent avec du AAA, cross-média, le transmédia qui était, fut un temps beaucoup trop en avance, les gens, ça marchait moins, aujourd'hui, encore, on est en plein dedans, ça fonctionne de fou. Et là, ça va même au-delà, tu vois. Cross-média, c'est vraiment développer une marque sur plusieurs médiums. Transmédia, c'est, en fait, il y a une vraie corrélation dans les univers. Les œuvres se répondent et en fait font partie d'un tout. Là, on a encore autre chose. C'est-à-dire qu'on a une base qui est Silent Hill 2, qui va sortir en même temps, en même temps, on sait pas, mais au cinéma et en jeu vidéo. On est encore sur autre chose, là, qui essaye de réinventer. Ouais. Et puis Gans a dit qu'il communiquait avec Konami, il communiquait avec les équipes qui bossaient sur les jeux. Donc voilà, il y a quand même un échange d'informations. C'est pas pour harmoniser, je pense, les deux projets, mais plus pour communiquer aux sources de ça. Donc très très curieux d'en voir plus. En tout cas, je pense, voilà, c'était quand même le cœur des annonces. On va passer aux autres annonces qui sont un peu plus nébuleuses pour le moment, on va dire. Il y a un premier projet, Silent Hill Townfall, donc c'est un projet édité par Annapurna, l'éditeur qu'on adore, évidemment, et développé par les Écossais de No Code. Alors j'avoue, je connais pas, ils ont fait Stories Untold et Observation, deux jeux qui ont des plutôt bonnes critiques, notamment Stories Untold, j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc voilà, on a vu une vidéo, mais ça reste assez nébuleux. Ça met en avant une radio, donc on sait pas trop vers où ils vont aller, mais je suis plutôt, voilà, leur pédigré peut-être parle pour eux. Je sais pas, toi non plus, t'as pas fait leur premier jeu, je crois. Hein. Non, j'ai pas fait leur premier jeu, mais tout ce que j'espère, c'est que pour le coup, Annapurna, faites-nous du Annapurna, c'est-à-dire vraiment appropriez-vous la licence, injectez votre savoir-faire et faites un truc à vous, quoi. Même si ça me plaît pas, parce que je suis pas spécialement fan des jeux Annapurna, mais ouais, feu, quoi. Ensuite, on avait Silent Hill Ascension. Alors, c'est clairement, moi, le projet qui m'excite le moins. Donc, c'est annoncé, alors c'est un peu bizarre, hein, c'est une série interactive communautaire en streaming, prévue pour débuter en 2023. Alors, c'est développé par Gainvid Entertainment avec la participation de Bad Robot, donc le Bad Robot, le studio de prod de J.J. Abrams. Il y a aussi les mecs de Behavior qui sont intégrés, donc c'est ceux qui ont fait Dead by Daylight. Oui. C'est un jeu d'horreur asymétrique qui cartonne. Alors, j'avoue, moi, c'est un jeu, je n'ai jamais joué. Et ils rajoutent à chaque fois des collabs d'invités. Donc, il y avait une collab Silent Hill qui avait apparemment fait grand bruit. Moi, je vois ça, a priori, de l'extérieur, comme le mélange un peu de ces séries Netflix Halloween et les jeux supermassifs, donc où tu peux jouer à plusieurs, certains avec son téléphone portable pour prendre des décisions et tout. En tout cas, on a vu une petite vidéo avec un design d'un monstre. Il a la tête du monstre de Stranger Things, je capte pas du tout pourquoi. Il a une espèce d'armure et tout. Enfin, clairement, en termes de design, ça m'a pas plu du tout. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Est-ce que t'es curieux ? Oui, toujours curieux. Après, j'en pense pas grand-chose, parce que comme tu dis, il y a quand même, ça reste nébuleux, hein, tout ça. Mais on est dans le petit manuel illustré de comment décliner une licence sous diverses formes, sous divers genres. Là, je pense qu'ils vont tenter le multi-chelou, alors on n'en sait pas trop, mais l'aspect communautaire, comment on va développer ça, parce que tu l'as dit tout à l'heure, les jeux mobiles, c'est ce qui cartonne. Le jeu communautaire multi, c'est aussi ce qui cartonne, donc je pense que ça, c'est l'essai, l'un des essais différents. Mais rien que le sous-titre, Ascension, je trouve ça fait ces trucs générés aléatoirement. Ça rappelle le dernier projet multi qui était sorti sur Vita de Silent Hill, le Book of Memories, où vraiment la série avait plus grand chose à raconter à ce moment-là. Donc on va voir, on va pas leur tirer dessus sans savoir, donc curieux.
Il y avait aussi Silent Hill F, donc le dernier de la liste, donc développé par Neobars Entertainment, donc c'est un studio taïwanais qui a été fondé par un Français, hein, je savais pas, c'est plutôt cool, et qui est écrit par Ryukichi07. Alors j'ai l'air de savoir, hein, mais c'est Ken qui nous a rencardé là-dessus, parce que nous on est des vieux, donc lui il connaît un peu plus ce que kiffe la jeunesse. Donc c'est l'auteur en fait, hein, derrière des visual novels super cultes, dont Higurashi, j'avoue je ne connais pas, mais Oui, bien sûr. ça a une cote d'amour assez dingue. Donc lui sera à l'écriture de ce nouveau projet. Le tout est produit par un ancien de Nintendo qui a bossé sur Pikmin et Luigi's Mansion. Donc là, on a quand même un beau camoulox. Hein. Donc Au moins, un des deux, c'est un jeu d'horreur. Oui, voilà. Donc on a vu une cinématique qui est intrigante. Ce qui se passe, enfin, donc l'action va prendre place dans le Japon des années 60, avec une approche qui fait très Project Zero, je trouve, hein, pour l'instant, avec cette héroïne qui va être une écolière et tout. Je sais pas trop quoi en penser, ça a l'air intriguant, y a des idées, mais je trouve que ça fait pas trop Silent Hill. Bah, c'est ma crainte. Moi, j'adore le trailer. Je trouve ça trop bien, la dissonance de montrer des fleurs, de la nature, de la végétation luxuriante dans un jeu d'horreur. Moi, je trouve que c'est génial. Ce côté, justement, très étonnant. Après, si tu m'avais dit que c'était un jeu qui s'appelait, je sais pas, Project, ou ce que tu fais, n'importe quoi d'autre que Silent Hill, j'y aurais cru. J'y vois rien de Silent Hill. Donc, bah, la crainte de trop développer, de trop sortir en grappe les jeux avec des déclinaisons, est-ce qu'on va pas arriver déjà à une limite en disant, bah, les gars, mais ça, c'est plus Silent Hill? C'est peut-être la crainte. Après, bah, néanmoins, le jeu me chauffe. J'espère juste que c'est pas un visual novel. Tu as parlé du mec qui était spécialiste. J'espère que c'est un jeu. Ah, je suis dur. En tout cas, voilà, 3 jeux annoncés et un film. Hein, tu en parlais tout à l'heure. On est vraiment sur un plan transmédia d'envergure et assez moderne hein, dans la forme. Alors peut-être que le succès de la série Castlevania sur Netflix a un peu poussé Konami à adopter ce genre de fonctionnement. En tout cas, pour ma part, je suis quand même un poil frustré parce qu'à part le jeu de la Bloober Team, on n'a pas vu grand-chose. Donc il y a 0 dates qui ont été données. Et puis ce qui est un peu dommage aussi, c'est que les rumeurs, on savait 3/4 des choses, les rumeurs avaient vu juste, donc pas trop de surprises au final. Oui, après les dates, je pense qu'il faut pas leur en vouloir dans le sens où toujours ne pas tenir une date de sortie, c'est pénalisant pour tout le monde, donc ils sont peut-être un peu prudents. Ouais, mais est-ce que c'est des projets genre qui sont lancés là et qu'on aura dans 4 ans, ou est-ce que je pense ça va s'alimenter au fur et à mesure? Le film peut peut-être nous donner une idée plus précise, parce qu'on sait quand un film rentre en tournage, on connaît plus ou moins ce genre de budget, le temps de production, de post-prod et tout. Peut-être que là, on peut imaginer, je sais pas, fin d'année prochaine, début d'année 2024. Ouais. Je suis comme toi, un poil déçu pour le coup de le banger de l'annonce d'hier, c'est le remake. Donc il y a beaucoup de nouveaux jeux, beaucoup de nouvelles expériences, c'est cool, mais où est le nouveau Silent Hill ? Il manque en effet ce gros banger, ce triple A, cette nouveauté hein, qui aurait pu peut-être amener la série Silent Hill dans une nouvelle direction et la rendre encore pertinente aujourd'hui. C'est vrai qu'on faisait le parallèle avec RE2 Remake, donc qui, vu son succès, a incité tout le monde à revenir sur leur jeu d'horreur. Donc Silent Hill 2 Remake, Dead Space Remake, mais Capcom avait en plus produit RE7, qui était le renouveau de la série, qui montrait une nouvelle direction. Je trouve qu'il manque cet équivalent de RE7 à Silent Hill. Peut-être qu'ils en ont encore sous le coude, parce qu'ils ont quand même dit, si vous êtes un dev avec des projets Silent Hill, venez nous voir. Ce qui faisait un peu bizarre quand même, parce que t'as l'impression que c'est un peu la porte ouverte et on prend un peu tout ce qu'il y a à prendre. En tout cas, je trouve ça cool d'avoir ces projets donnés à des équipes indé qui ont peut-être des approches et des envies différentes. On verra ce que ça donne, mais je trouve ça plutôt encourageant. Ça peut créer un renouveau quand même. Moi, je suis très content, comme toi aussi. Faut pas craindre qu'il y ait que des studios occidentaux. Il y a aussi des studios asiatiques, mais chinois. C'est vrai que sans crainte, enfin, rappelez-vous Shattered Memories, Sam Barlow, tout ça, hein, c'est pas du 100% Tokyo Hit, hein, donc faut pas avoir peur, faut embrasser les nouvelles propositions. Mais un petit studio, je sais pas, un petit jeu Jap au milieu, pourquoi pas? Enfin, tu vois, ça a aussi... Un Silent Hills par Kojima Productions, on n'aurait pas dit non, peut-être. On n'aurait pas dit non, faut pas avoir peur, mais bon, on aime bien... Enfin, voilà, le Japon, on a des très très bons studios, des grands créateurs. Silent Hill est aussi et surtout une licence japonaise. Ce qui est rigolo, c'est qu'on va diffuser un sort d'émission sur Resident Evil avec Patrick Helio, qui sortira donc mercredi suivant, à l'heure où vous écoutez ce podcast. Et il parlait, lui, de cette idée, alors dans le cas de Resident Evil, mais d'avoir cette sorte de marque étendard que tu pourrais confier à plein de studios pour avoir des approches différentes. Bah, c'est exactement ce qui se passe avec Silent Hill, quoi. Ouais. Les jeux Supermassive, je pense à ça parce que Patrick est fan des jeux Supermassive, donc The Quarry, The Dark Pictures, tout ça. On sait que c'est des projets qui ont été pitchés à Konami pour être une version épisodique des Silent Hill, qui a été refusée
Moi, je miserais bien 10 balles au moins, comme tu dis. 10 balles, donc beaucoup, c'est beaucoup 10 balles. Sur le fait que Konami, s'en mord les doigts, parce que Supermassive vend à une formule bien faite et bien calibrée, c'est-à-dire que voilà, ils ont un jeu par an, ça tourne bien, ils ont leur moteur. Ouais, je pense que Konami, là, ils se disent les boules, on aurait pu alimenter la machine Silent Hill proprement. Et est-ce que le projet Ascension n'est pas moyen de revenir sur cet acte manqué pour aller lorgner un peu vers ça, quoi. Donc voilà, en tout cas, beaucoup de projets autour de Silent Hill, ça fait plaisir, mais est-ce que ça signifie pour autant une rédemption de Konami? L'avenir nous le dira, parce qu'on est quand même là pour ça. La rédemption. Parce que Konami, là on est content, on a plein de projets Silent Hill, mais c'est quand même pas le Père Noël non plus, parce que on sait que voilà, c'est des coups peut-être isolés qui surfent sur des hypes du moment. Là, apparemment, alors ce buzz autour de Silent Hill serait né des envies de Chris of Gans de relancer la saga, donc c'est même pas une volonté ludique à la base. Donc, puis bon, faut pas oublier que Konami, c'est aussi l'éditeur qui est très actif dans le domaine des NFT et de la blockchain. On sait qu'ils ont fait des NFT pour les 35 ans de Castlevania, voilà, une manière un peu bizarre de fêter l'anniversaire de ta série culte. Donc ça a quand même rapporté 50 000 € aux enchères. Bon, c'est pas dégueulasse, mais c'est pas non plus ce qui va te faire tenir la baraque. Ouais, tu fais pas un jeu avec. Et ils ont aussi, on a vu passer beaucoup d'annonces de recrutement chez Konami de spécialistes du Web3, donc le fameux Web3. Donc là aussi, comprendre Metaverse, tout ça, donc des trucs qu'on n'a pas forcément envie de voir dans le jeu vidéo. Et juste pour finir, je sais pas combien on en est, est-ce qu'on a 2 secondes peut-être pour faire une petite wishlist des retours qu'on aimerait voir, des licences Konami, lesquelles te feraient plaisir, sorties de ces gros bangers dont on vient de parler. Ok. Hormis Gamin, moi j'ai que banger, moi je suis. Dis-moi ce que t'as en tête. La Kawabunga Edition, déclinez-moi ça, les licences de patrimoine culte de Konami, propres. C'est-à-dire, voilà, tous les jeux, par exemple, on a eu la compile GBA des Castlevania, pourquoi pas, d'autres compiles, mais toujours bien faites dans le respect, avec des trucs très nostalgiques. Moi je suis chaud. Pourquoi pas, voilà, les Metal Gear, voilà. Ce serait vraiment toi dans l'approche compile rétro plutôt. Ça me brancherait. Après, tous les jours, moi je veux un nouveau Castlevania. J'appelais de mes vœux, moi, que Konami décline la série Castlevania qui a bien fonctionné, mais pourquoi pas en jeu vidéo, c'est-à-dire voilà, une adaptation de la série avec une autre approche graphique, avec une autre façon de montrer et de dévoiler le scénario des personnages de Castlevania, décliner de cette série, pourquoi pas. Moi je l'ai dans ma tête le truc et je pense que ça fonctionne pas mal. Envoie un mail à Netflix. Non, pourquoi pas ça. Après il y a du Vandalars, du Gradius, du Zoé. Est-ce que c'est... Non, mais Zoé, j'adore Zoé, mais j'y crois pas une seconde, mais j'adore. Pareil, moi j'avoue c'est Goemon, j'aimerais bien revoir sur le devant de la scène la série. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de cool, pourquoi pas même en 2D et tout, pas forcément un gros truc AAA. Je pense qu'il y a de la place. J'aimerais bien... là pour le coup, 2 versants. Un truc très patrimoine rétro gaming. Là moi j'aimerais bien Qu'est-ce que c'est Goemon? Ça j'y connais pas grand chose. C'est vrai que ça pourrait être à l'intersection de la plateforme, de l'aventure, du RPG. Il y a du potentiel, c'est une série sur le Japon médiéval avec beaucoup d'humour, du folklore et tout, plusieurs persos vraiment qui ont des bonnes bouilles et tout. Donc moi c'est vraiment, ça pourrait me faire kiffer. Moi aussi, je suis chaud pour Goemon et je suis chaud pour tout ça. Dites-nous si vous êtes motivé, si pour vous Konami mérite la rédemption ou non finalement. Pas encore, on sait pas. Pas encore. To be determined, comme on dit. On verra bien ça la semaine prochaine. Mais avant de vous dévoiler le programme du prochain Red Alert, c'est l'occasion et l'heure de vous remercier. Merci encore à tous du soutien, des commentaires, ça fait trop plaisir. Je vous vas-y, finis. Je veux dire je vous encourage encore une fois. Désolé, mais les petits 5 étoiles, l'abonnement, ça c'est important. Les référencements, tout ça, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous écoutez ou nous regardez, on est en vidéo sur YouTube et même sur Spotify. Et c'est vrai qu'on a fait un appel la semaine dernière parce que sur Apple Podcast, on était à 2 notes d'avoir les 100 notes et on a explosé. Voilà, on est à 103, 104, je crois. Enfin, vous avez joué le jeu en tout cas, c'est sympa à vous, merci beaucoup. Merci à vous, merci à la team, à Ken, à Damien et à Ludo. Il est l'heure de vous dévoiler, voilà, le grand programme, le grand plan, El Plan pour ceux qui savent. La semaine prochaine? Pour une fois que je sais, moi, c'est cool. Alors, normalement, on va parler de Gotham Knights, donc le nouvel épisode des aventures de la Team Batman, donc développé par Warner Bros. Montréal. C'est quand même un des gros jeux attendus, parce que là, on est quand même dans la semaine où il y a eu 3 ou 4 gros jeux qui sont sortis. Donc on va en parler. Je ne vais pas spoiler. J'espère que j'aurai le temps de le finir, parce que je sais pas du tout s'il est long ou pas long. Et oui, mais j'ai déjà quand même pas mal avancé, donc il y aura beaucoup de choses à dire, en tout cas ça va être intéressant. Et pour ma part, on va rester dans l'horreur, on va rester dans Halloween, et je vais vous parler de Resident Evil Village, mais la version Gold, donc je vais vous parler de tout le surplus de contenu qu'il va y avoir,
En l'occurrence, tout le mode TPS, notre point de vue sur un jeu qui était initialement en vue subjective, et le DLC Les Ombres de Rose. Je vais vous en parler. Je peux rien vous dire. Est-ce qu'on peut juste dire aux gens aussi qu'on a investi dans du nouveau matos, donc Voilà. est-ce que vous ressentez la diff? Parce que là, c'est des micros apparemment qui envoient bien, comme on C'est dit. des voix cristallines ou pas? Donc voilà, c'est un peu des nouvelles habitudes. Alors j'espère que je vais pas trop parler dans mon micro ou pas, on va voir. Ken nous a fait des super réglages, comme d'habitude. Merci Nico. Merci Mehdi. À la semaine, on dirait qu'on a répété. Allez, merci beaucoup et à la semaine prochaine. Bye bye.